Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans tes locaux à Granville. Alors est-ce qu'on peut commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr, avant tout, merci de m'accueillir dans ce nouveau format du podcast que tu animes. Donc, je suis expert comptable à Granville depuis déjà un certain nombre d'années puisque j'ai repris mon cabinet en 2002. Et puis en 2010, j'ai créé le label Copilote. Je suis animé par ces 2 projets là depuis quelques années, un peu plus de 10 ans, à la fois dirigeant de cabinet et à la fois aider les cabinets à progresser et à développer leur propre entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en détail ce que c'est le label Copilote ? Je pense que les auditeurs fidèles peut-être verront un peu plus ce que c'est puisque tu fais partie des sponsors du podcast. Mais voilà, si tu peux un peu nous redire de quoi il s'agit. Le label Copilote, c'est une structure qui peut accompagner les cabinets d'expertise comptable indépendants. En règle générale, il compte entre une dizaine et une centaine de collaborateurs, donc c'est un cabinet un petit peu structuré de taille moyenne, et on les accompagne dans leur projet entrepreneurial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est non technique, donc à la fois le marketing, la communication, le commercial, la vente, la valorisation, et puis aussi on va s'occuper bien sûr de toutes les problématiques clés du moment, c'est-à-dire le recrutement, la fidélisation des équipes, mais aussi la transition digitale. Donc tout ce qui va être projet transversal du cabinet pour faire grandir les cabinets et les aider à progresser. Et du coup, justement, sur la partie digitale, je crois que tu voulais nous parler un peu de développer son réseau, donc dire pourquoi développer son réseau et comment le faire en digital. Alors effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis sur les réseaux depuis un paquet d'années. J'avais même contribué à créer un réseau qui s'appelait Pacioli à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Pour vous convaincre de cette opportunité, moi, ce que je pensais intéressant, c'était de vous livrer en fait ce que ça m'a apporté à moi, déjà un premier temps. Et puis ensuite, on essaiera de voir comment, d'essayer de vous donner quelques tips pour y parvenir. Alors déjà, il faut peut-être se confier sur moi, c'est de dire que je suis d'un caractère plutôt réservé. Et donc, la prise de parole, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour moi sur les réseaux. Donc, ce que j'ai commencé par faire pendant des années et des années, c'est récemment que j'ai pris la parole, finalement, c'est d'observer, de cultiver, de me servir des réseaux comme d'une véritable veille. Et ça a été parce que finalement, j'ai découvert les réseaux sociaux, ils ont été créés pendant le développement de mon activité. Et j'ai pu les utiliser notamment pour la croissance d'un de mes projets, le label Copilote, et puis aussi pour la communication de mon cabinet d'expertise comptable. Et ça m'a apporté déjà une veille et de construire un juste positionnement. C'est-à-dire que dans le label, ce que je voulais aussi, c'était apporter autre chose que ce qui était apporté déjà dans les groupements qui existaient au moment. D'ailleurs, j'avais regardé un petit peu ce qui existait parce que je voulais pas rester seul et je voulais pas rester isolé, je voulais proposer quelque chose. Et j'ai, grâce à ma veille, pu affiner mon projet entrepreneurial et je pense pouvoir lui donner une singularité qui soit suffisante pour que ça crée une attractivité, une sorte d'exclusivité. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'appeler le label, puisque finalement, c'est une autre forme d'alliance d'expertise comptable, une forme de singularité aussi. Donc la veille, je pense que c'est un des leviers essentiels. Donc là, c'était un peu plus sur le côté concurrence. Concurrence slash, quelle offre existe et du coup en quoi ça correspond à mon besoin ou pas et du coup combler un trou dans la raquette sur ce qui n'existe pas.
Ouais, regarder effectivement ce que font les autres, réussir à réfléchir sur soi, quels sont nos facteurs de différence, nos points forts, et plutôt que de travailler ses points faibles, plutôt pousser sur ses points forts. Voilà, ce qui a toujours été un peu ma stratégie, c'est de se dire en fait autant profiter de ses points forts, de cette singularité, de cette différenciation pour en faire un levier. Et je pense qu'aujourd'hui ça peut être utile à n'importe quel étudiant, quelqu'un qui est collaborateur à tous les niveaux, de travailler ce sujet-là et notamment de lui permettre d'accélérer ses connexions, de faire des rencontres, ces rencontres qui vont l'aider à construire progressivement son projet professionnel. Ça peut être un étudiant qui va vers le DEC et de comprendre à travers éventuellement l'expertise comptable sous quelle forme il va exercer son métier. Je sais que tu aides pas mal aussi dans ce sujet-là avec Voix de comptable qu'on a eu le plaisir de sponsoriser. C'est vraiment donner une voix. Et ces connexions qui ont été créées au fil du temps, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui encore, au moment de l'époque du Covid, par exemple, on a eu, c'était en pleine phase de développement du label, on a eu un blocage des congrès physiques, des salons. Et c'était notre levier principal de développement, puisque ça nous permettait de présenter l'offre et de rencontrer des confrères qui n'en avaient jamais entendu parler. Et on s'est dit, on va se réinventer. Et comment avec le digital? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre la parole et de sortir un petit peu de mon côté timide et réservé pour dire, on a quelque chose à dire et on va le dire sur les réseaux. On va inviter les personnes à participer à des événements sur les réseaux. Et à ce moment-là, sortir un peu de ce côté observation pour devenir acteur. Donc je pense que c'est chouette. Et Daniel, en réaction à un de mes posts dernièrement, disait que pour exister, il fallait exister digitalement. Donc après, peut-être je donnerai quelques conseils aussi pour vaincre, pour ceux qui, comme moi, partagent cette timidité, d'aller plus loin et d'oser. Oui, c'est ça, je rebondis sur ce que tu disais. Daniel, c'est quelqu'un que j'avais interviewé pour ceux qui suivent un peu le podcast, qui est Chief Digital Officer. Et qui disait justement que quand on n'existe pas sur Internet, on a l'impression qu'on n'existe pas dans la vie réelle. Enfin, par exemple, si on tape le nom d'un cabinet et qu'on ne trouve pas le site Internet, on se dit est-ce qu'il existe vraiment? Alors que c'est un peu, je pense, quelque chose qui est générationnel aussi, puisque avant c'était classique de ne pas forcément avoir de site, etc. Et maintenant, c'est devenu l'inverse. Et oui, c'est ce que tu disais, outre le fait si on n'est pas dans un projet entrepreneurial, de faire étudier, on va dire, la concurrence, etc., de voir qu'est-ce qui se fait, au moins de pouvoir se positionner, je pense, sur des sujets, de se dire, ok, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ou se dire, ah oui, ok, il y a un sujet, il faut peut-être que je réfléchisse à telle ou telle chose. Par exemple, oui, tu disais sur les modes d'exercice, je pense que après le DEC, en tout cas, on nous en parle pas trop. En tout cas, j'ai l'impression, on nous parle beaucoup du DEC et après, on nous parle pas forcément de l'après, etc. Donc, c'est ce que j'essaye aussi de faire avec le podcast, mais ça permet aussi de se poser des questions avant, de faire une veille même au niveau des cabinets, de savoir c'est quoi les pratiques, que ce soit en termes de salaire ou en conditions de travail qui sont dans d'autres cabinets, etc. Je trouve que c'est vraiment super important, quoi. Je pourrais pas faire sans. Je crois que tu dois l'utiliser au quotidien dans tes veilles, toi aussi. Je crois qu'on a ce point commun. Donc, parmi justement les tips dont je souhaite défendre l'idée, en fait, sur le comment maintenant, puisqu'on a parlé un petit peu du pourquoi, ce que ça m'a apporté, en quoi ça a bouleversé ma vie, puisque ça m'a permis de créer un projet entrepreneurial sur le secteur de l'expertise comptable, mais en étant expert comptable, mais sans forcément avoir besoin de mes compétences d'expert comptable, mais plutôt entrepreneur dans le secteur de l'expertise comptable. Donc le label copilote, on l'a dit tout à l'heure. Le premier point que je souhaitais mettre en avant, c'est la veille. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et sur cette veille, en fait, c'est de prendre conscience qu'un réseau social, comme LinkedIn ou un autre, c'est en quelque sorte un journal d'actualité personnalisé. Puisque finalement, le contenu que vous allez lire, il dépend de vous et du contenu que vous attendez au final. Alors peut-être le choix là-dessus, c'est de bien faire attention aux premières connexions qu'on va avoir, les abonnés, en fait, les personnes auxquelles on va faire des demandes de contact, c'est de bien les choisir en parcourant le profil des personnes, en regardant leur contenu et en essayant de s'abonner à des personnes qui vous inspirent ou dont le contenu vous intéresse. Et naturellement, le réseau social va vous diffuser du contenu en rapport et du contenu qu'on va appeler affinitaire. C'est le lien avec le deuxième conseil que je souhaitais donner. Le premier, c'est la veille. Donc choisir d'abord bien ses abonnés pour que le contenu qui va vous être poussé soit pertinent. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Et même sans la prise de parole, vraiment en observation uniquement, on va déjà avoir un contenu pertinent qui va nous éveiller et nous faire progresser.
Donc le deuxième conseil, c'est de faire confiance à l'algorithme. Parce que finalement, l'algorithme, il est prévu dans un réseau social pour vous amener du contenu affinitaire. Donc, il va identifier quelles sont les zones d'intérêt, vos domaines, etc. Et il va vous pousser du contenu naturel. Donc, là-dessus, ça va déjà permettre de recueillir pas mal de choses qui risquent de vous inspirer normalement dans votre vie professionnelle. Alors, il faudra privilégier aussi peut-être les connexions. Encore un petit conseil, c'est privilégier les connexions vers les personnes qui acceptent de donner, en fait. C'est un peu différent parce que souvent on est parfois interpellé sur les réseaux, notamment en messagerie privée, par des personnes qui veulent vous vendre quelque chose ou vous recrutez. Vous recrutez, voilà, ouais, c'est ce que j'allais en parler. Il y a des chasseurs de tête ou des recruteurs qui s'intéressent peut-être plus à la valeur que vous pouvez créer pour eux qu'à vous vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez rapidement. Et donc de privilégier dans vos contacts des personnes qui vont partager gratuitement de la valeur, qui vont chercher aussi à vous apporter de la valeur. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir après à terme des contenus pertinents. C'est-à-dire que les contenus que vous allez lire tous les jours, ils vont devenir de plus en plus pertinents au fur et à mesure que vous aurez fait le tri dans la qualité de votre réseau. Parce que les personnes, enfin par exemple certains recruteurs qui ajoutent en masse ou même des commerciaux, en fait si vous les acceptez et qu'eux ne partagent pas de contenu, ça ne va pas forcément transformer votre feed en un fil d'actualité qui va être pertinent, parce que si eux ne publient rien, l'algorithme il va rien pouvoir en déduire. C'est ça. Et puis de toute façon, par rapport à leur approche, si elle n'est pas pertinente par rapport à ce que vous attendez, de toute façon vous n'aurez pas de contenu pertinent qui arrivera de leur part. Et ils veulent prendre avant de donner. Oui, quoi. Oui. Mais en fait, c'est un petit peu comme du spamming, hein, comme sur les emails, vous recevez des tonnes d'emails commerciaux, ça sera un peu la même chose. Donc, vous allez plutôt vous éloigner de ces profils-là pour vous concentrer sur des profils qui ont de la valeur. Donc, pour ça nécessite de faire une petite recherche aussi, c'est d'essayer d'identifier les spécialistes des sujets qui vous intéressent. Donc, là-dessus, je sais que dans ton livre, tu conseilles un certain nombre de spécialistes sur LinkedIn. J'ai pas payé Frédéric pour la promo, mais c'est offert. Mais oui, du coup, dans mon livre, je crois que pour LinkedIn, j'ai dû mettre à peu près 25 personnes à suivre. Pareil, une quinzaine de comptes à suivre sur Twitter et sur Instagram. Bon, c'est un livre du coup qui est plutôt à destination des étudiants, mais ça donne une première idée des personnes qu'on peut suivre pour avoir un fil qui ressemble à quelque chose. Je crois que c'est comme ça que je le dis. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche de LinkedIn. Par exemple, je parle de LinkedIn, mais ça peut être n'importe quel autre réseau. Peut-être taper expert comptable et regarder dans les posts. Ou par exemple, je sais pas, vous êtes passionné par le monde du cheval, ou je sais pas, la compta dans le monde du cheval, vous allez essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui publient sur la compta dans le monde du cheval. Et il suffit de taper dans le moteur de recherche et de sélectionner publication. Vous tapez comptabilité cheval, je sais pas, publication, quelles sont les publications qui parlent de ça, vous allez trouver sûrement des gens qui prennent la parole. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que je pense que si on tape ça, on va tomber sur mon post que j'ai fait pour parler de l'or, où je l'interview, et du coup, justement, il y avait une personne en commentaire qui disait que son cabinet faisait justement de la comptabilité pour les centres équestres, etc., de la comptabilité agricole, et donc... Voilà, en tapant expert comptable, cheval ou équitation, je pense que vous risquez de tomber dessus. Donc pas hésiter à utiliser des mots-clés. Parfois utiliser aussi les dièses, forcément pour les tags. Mais on va trouver des personnes, et là, ça va vous permettre, en dehors de ceux que tu as cités dans ton livre, effectivement, c'est d'identifier des personnes qui sont vraiment en rapport avec ce que j'attends, qui vont apporter de la valeur sur des contenus qui m'intéressent naturellement. Et ça, par exemple, si on peut penser naturellement à des spécialistes, notamment certains qui font partie des trophées de l'influence digitale sur LinkedIn, on parle, par exemple, quand on parle Anthony Guez, on pense DAF externalisé. Donc, si vous vous intéressez aux prestations de DAF externalisé, probable qu'il faut suivre Anthony, mais je pense que si vous tapez DAF externalisé dans LinkedIn, vous avez sans doute le retrouver dans pas mal de posts. Encore faut-il savoir que ça existe, le DAF externalisé. Parce que tu vois, c'est en faisant la veille qu'on voit qu'il y a de plus en plus de profils DAF externalisés, alors que quand, par exemple, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, quand on est en cours, etc., on nous parle plus de l'expert comptable. Du coup, le profil DAF externalisé, on le découvre en faisant une veille sur les réseaux, sur les podcasts, etc., plus que... C'est vrai. C'est vrai. Alors donc, moi, ce que je peux vous donner comme conseil un petit peu important à ce niveau-là, c'est de ne pas hésiter à interpeller et à contacter les personnes en messagerie privée ou éventuellement en commentant leur post, évidemment. Et là,
c'est une première étape éventuellement de prise de parole. C'est-à-dire que ça pas forcément une prise de parole publique, vous pouvez la faire en privé, mais vous dites je suis intéressé par ce que vous publiez, je trouve ça pertinent. Ou alors, bien sûr, on peut penser pour des mémorialistes à essayer de cibler les spécialistes du sujet parce que on leur demande d'aller vers l'extérieur, de sortir de leur cabinet, d'essayer de trouver un apport plus général à leur mémoire et donc de contacter des spécialistes du sujet. C'est un excellent moyen. Et moi, je réponds toute l'année à de nombreux mémorialistes avec grand plaisir et je crois qu'on est beaucoup de confrères à le faire. Et il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Donc on se dit souvent, on n'ose pas déranger parce que peut-être ils sont chargés ou ils ont beaucoup de travail. De toute façon, tentez votre chance. Ça coûte rien, il faut essayer. Sinon, ils ne répondront pas. Et que ce soit d'ailleurs pour les mémoires de DSCG ou les mémoires de DEC, c'est bien aussi de s'y prendre en avance. Et pas d'attendre, genre la deadline c'est dans une semaine ou dans 2 semaines, il faut que je finisse mon questionnaire. Peut-être d'anticiper et de commencer à faire sa veille assez tôt. Après, je sais que c'est pas toujours évident parce que des fois on n'a pas forcément notre sujet. Mais d'ailleurs, faire de la veille, ça peut nous donner aussi des idées de sujets pour le mémoire. Donc, oui. Et aussi, parfois, ça m'est arrivé que des mémorialistes m'appellent en n'ayant pas encore pleinement cerner leur sujet et en fait on arrive à trouver l'angle ensemble parce que parfois dernièrement encore ça me fait penser à un angle de sujet qu'on a trouvé donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas de sujet vous contactez Frédéric. En tout cas faut pas trop me contacter pour les sujets techniques parce que c'est pas trop mon quotidien et mon métier, mais par contre sur les sujets liés à l'entrepreneuriat dans la profession il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est marketing, commercial, je l'ai dit tout à l'heure, RH, management, voilà, ça me plaît beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Et en plus je pense que tu pourras aussi leur donner des contacts pour creuser certains sujets. Enfin, c'est un peu la porte d'entrée où toi, tu as un peu une vision globale de l'entreprise, cabinet d'expertise comptable. Et tu vas pouvoir, après, si la personne, c'est sur du management, tu vas pouvoir peut-être le réorienter vers Émilie, vers Mélissa. Par exemple, oui. Par exemple. Ou des cabinets dont je sais qu'ils ont une bonne pratique dans le sujet. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, dans notre réseau, on a un certain nombre de cabinets, et même en dehors du réseau, plein de cabinets que je connais, sur lesquels j'arrive à trouver des connexions. Alors parfois, on m'interroge sur la norme ISO. Je me souviens, c'était Manon qui m'avait demandé de contribuer à son mémoire sur la norme ISO, et je m'étais dit, mais la norme ISO, c'est quand même un peu technique, c'est pas trop mon sujet, tout ça. Et l'angle sur lequel elle l'a traité, finalement, on a trouvé des connexions, et j'ai pu l'aider à trouver des connexions qui étaient pertinentes par rapport à l'angle du sujet qu'elle traitait. Oui, parce que tu vois, c'est comme je disais par exemple dans mon livre, pour moi le réseau, c'est pas juste par exemple là je suis en train de parler avec toi, c'est aussi mon réseau, c'est les personnes que toi tu connais et avec lesquelles tu vas pouvoir me mettre en relation si demain je te contacte parce que j'ai besoin sur tel ou tel sujet. Et ben en fait toi, vu que tu as toi-même des relations, tu vas pouvoir nous mettre en contact. Et donc c'est ça qui est super fort, et notamment dans le digital où tu peux avoir accès, envoyer un message, on va dire, à quasiment n'importe qui. Et cette personne-là, il suffit qu'elle connaisse d'autres personnes, et en fait, c'est exponentiel. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser aussi, par exemple, à une technique toute simple. Quand on monte des événements digitaux, parfois de le monter à plusieurs partenaires, ça permet de croiser les réseaux. Et c'est ce que tu évoquais, en fait. On a plus de richesse en croisant les réseaux de plusieurs personnes qu'en un seul. Donc c'est un gros plus. Alors évidemment, on pense naturellement aussi, quand on est sur les réseaux, à être présent pour les opportunités de carrière. Bon, ça, c'est évident que c'est intéressant. Pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, alors que j'étais en train de créer le label Copilote au tout début, et que j'étais assez visible sous l'angle de la communication, j'intervenais déjà pour des syndicats ou l'ordre des experts comptables, on m'a proposé de devenir responsable de la communication associé dans un cabinet du top 10. Donc j'ai été contacté par un top 10, c'est quoi, c'est en termes de taille en fait, en taille. Ouais, voilà. Il y a un cabinet du top 10 qui m'a contacté et qui a dit voilà, on apprécie ce que vous contribuez pour la profession, on aimerait bien qu'on se rencontre pour éventuellement vous proposer de devenir associé du cabinet. Et en fait, ça correspondait pas du tout à mes objectifs, mais en tout cas en termes d'opportunités, on peut pas dire que ça puisse pas être une opportunité intéressante. Donc je pense que on peut pas savoir ce qui peut se passer. Donc créer son profil, et puis là le conseil important, ça va être de bien soigner l'écriture de votre compte LinkedIn, de votre profil. Donc déjà avec une photo professionnelle évidemment, avec idéalement une petite accroche sous la photo, et puis
une petite bio où vous allez décrire un petit peu ce qui vous passionne, ce qui vous caractérise, pourquoi vous avez décidé de choisir ce métier. Enfin, essayez de donner un peu de vie à votre expérience professionnelle, valoriser, donner envie de vous contacter en fait. Et puis après, je pense que ça se fera naturellement. Alors, vous aurez beaucoup de contacts de chasseurs de tête de toute façon, donc vous arriverez à sélectionner ceux qui ont le plus de sens pour vous, je pense. Mais justement, je pense que c'est un bon moyen aussi un peu de filtrer, tu vois, par exemple, si tu mets une bio où tu mets des éléments personnels, si je sais pas, je suis passionnée par le basket et je sais pas, le jardinage, n'importe quoi, et ben en fait, si tu as un recruteur ou une personne qui t'envoie un message par rapport à ça, tu sauras qu'au moins cette personne, elle a pris le temps de regarder ton profil et ça permet de faire un premier filtre, entre guillemets, que si tu reçois le même message de « Bonjour un tel, est-ce que vous êtes à la recherche d'une opportunité ?» Enfin, c'est pas personnalisé du tout. C'est ça, oui. Oui. Ça permet de prendre conscience du temps qu'on a passé au moins... Effectivement, c'est un peu comme sur les CV, quand on reçoit plein de CV, on se dit, tiens, si on appelle tous les gens, mais sans avoir un peu lu leur lettre de motivation, pris connaissance de leurs attentes, regarder éventuellement leur profil, regarder ce qu'ils publient sur les réseaux, voir ce qui les intéresse, quand je pense à un candidat qui postule dans un cabinet, il voit qu'on a pris attention à lui, et ne serait-ce que dans les premières phases d'écoute de l'entretien, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la personne, ou est-ce que... Voilà. Ça change complètement la relation qu'on peut créer, je pense. Alors, évidemment, quand on parle de LinkedIn, on peut parler aussi de l'impact qu'on peut avoir aussi sur d'autres réseaux, qui peuvent être Instagram ou TikTok, par exemple. Tu parles plus de Facebook ? Comment ? Tu parles pas de Facebook, c'est mort maintenant. Je parle plus de Facebook, oui, c'est vrai que Facebook, on l'utilise pas mal pour l'influence locale encore sur... notamment avec nos clients locaux, mais... c'est vrai qu'on pense quand même que c'est en perte de vitesse et que Instagram... Moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes, dont moi, qui n'utilisent plus Facebook. Enfin, moi, j'ai Messenger quand même, parce que la messagerie, c'est bien pratique et c'est plus par habitude ou quand tu es habitué à utiliser la même messagerie. Mais c'est vrai que Facebook, j'y vais plus du tout. Ouais. Je suis dans le même cas, même si j'étais, il y a à peu près 5 ans, peut-être, relativement présent sur Facebook. Maintenant, c'est principalement LinkedIn. Et puis, bientôt sur Instagram, avec un projet au niveau du label, on va... pouvoir le partager ensemble. Je dirais aussi la phase suivante, qui est peut-être une phase d'implication, c'est donner le conseil de participer aussi à des événements digitaux. Parce que quand vous êtes sur les réseaux, vous allez voir passer des invitations à des webinaires ou des événements digitaux. De plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au monde de l'éducation un petit peu standard, le mode d'apprentissage, celui qui est dans l'air du temps, c'est celui de la consommation à la demande. On le voit avec Netflix, avec des plateformes de diffusion de vidéos à la demande. L'enseignement, je pense que le futur de l'enseignement, c'est l'enseignement sur mesure, à la demande. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir choisir de participer de regarder des vidéos, ça peut être sur YouTube par exemple, ou avec ce qu'a fait Grégory Prouveau, ou le Geek des chiffres, les Geeks des chiffres, les podcasts, qui sont aussi très, très riches. Il y a plein de formats à disposition, dont les webinars ou les masterclass, qui vont sur LinkedIn vous permettre de choisir des sujets qui vous attirent et de creuser un sujet et d'avoir des interactions avec les personnes en direct, puisque évidemment on va pouvoir poser des questions, interagir, et je pense que c'est une façon d'apprendre qui va être... là on choisit les contenus qu'on a envie de recevoir, et je sais que pour en discuter, puisqu'on a pas mal d'étudiants aussi en alternance dans nos cabinets et aussi au sein du label, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me font part d'une difficulté de l'adaptation de la formation par rapport au quotidien et à leur vie professionnelle. Ce dont ils vont avoir besoin dans leur vie, dans leur expérience professionnelle. Ils ont du mal à faire du lien entre les deux, parce que les formations sont parfois trop généralistes et les attentes sont un peu différentes. Moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de compléter leur formation avec soit des MOOC, maintenant il y a des MOOC, il y a des grandes universités, même américaines ou autres, ou des établissements connus en France qui partagent des contenus gratuits. Il y a aussi toutes ces vidéos qui sont à la disposition, et je pense que c'est une source pour apprendre vraiment ce qu'on a envie d'apprendre. Donc je trouve que c'est une façon personnalisée. C'est un bon moyen aussi pour entrer en contact avec des personnes influentes, par exemple, tu vois, d'envoyer un petit message à la fin du webinaire, ou déjà si tu participes pendant le webinaire, que tu poses des questions, et après c'est un bon prétexte pour envoyer un message de dire hey, bonjour, merci beaucoup pour le webinaire, je suis machin qui a posé telle question, par exemple, et du coup forcément la personne
en face, elle va beaucoup plus facilement répondre et elle va retenir. Et du coup, si un jour tu as besoin de quelque chose et que tu lui renvoies un message, je sais pas, 2 mois plus tard en disant par exemple, je fais mon mémoire sur tel sujet, enfin, tu es beaucoup plus apte à répondre à cette personne qui déjà a fait la démarche de te remercier, d'assister à un contenu que tu crées, etc. Donc je pense que c'est, même s'il faut le faire aussi parce que ça t'intéresse, etc., c'est un bon prétexte aussi après pour faire une mise en relation et pourquoi pas profiter du réseau de cette personne ensuite s'il y a besoin, par exemple dans le cadre de mémoire ou autre. C'est vrai que ça va renforcer les opportunités qu'on va pouvoir avoir et le tissu de relations, on va augmenter, disons, la proximité qu'on a avec une partie des personnes qui constituent notre réseau digital. Et c'est en fait le fait de passer de cette relation digitale à cette relation éventuellement de rencontre, la rencontre d'abord digitale à travers un webinaire et pourquoi pas la rencontre aussi sur un salon, sur un congrès. Par téléphone, ou par visio aussi. D'autres modes d'interaction. Donc là-dessus, je ne peux que vous conseiller les nombreux podcasts qui sont à la disposition, ceux notamment je l'ai cité tout à l'heure, Nicolas Piatkowski, le guide des chiffres, qui fait un travail de malade avec beaucoup de quali dans ses contenus. Bien sûr, ce que tu fais sur Voix de comptable, qu'on a eu le plaisir de soutenir, ce que fait Florian Dufour, par exemple, ou Marine Lévesque pour la CEG. Cyril et Nathan. Cyril et Nathan, bien sûr, ouais, avec un côté développement personnel assez génial aussi, qui permet de sortir de la profession et de s'enrichir aussi personnellement. Et puis Olivier Den avec Émilie sur T'as vu avec ton comptable. Enfin voilà, tout ça c'est riche. Il ne faut pas rester non plus que dans la profession. Moi, je m'enrichis aussi pas mal des posts, notamment, on en parlait tout à l'heure, de Raibed et Fatia Attari qui mettent en avant Papépille, de Thibault Louis, par exemple, ou de Maud Alaves sur les réseaux, parce que je trouve qu'il faut aussi tirer parti des bonnes pratiques qui sont hors de notre secteur d'activité pour essayer de les intégrer, de les utiliser dans notre secteur. Donc, je suis très en veille sur tous ces influenceurs digitaux LinkedIn. Est-ce que tu écoutes des podcasts aussi, d'autres podcasts en dehors qui a trait à la profession comptable, sur l'entrepreneuriat, la communication, marketing ou non ? Pas encore. Sur la partie podcast. Tant Thibault Louis, il a un podcast. Oui, un super podcast, je crois. Ouais. J'ai pas encore fait le format. C'est vrai que je suis assez à l'aise sur LinkedIn pour lire tous ces contenus. Et puis peut-être aussi, j'écoute déjà beaucoup de podcasts qui sont tous de qualité sur la profession, donc peut-être c'est une question de temps. Il y en a trop à écouter. C'est une question de temps. Et du coup, l'écoute du podcast, pour moi, c'est un temps différent de la lecture sur LinkedIn. Et donc, j'essaie de compléter les deux. Alors, le conseil suivant qui vient naturellement, c'est de prendre la parole pour défendre ses idées. Donc, effectivement, déjà, le fait d'avoir été en observation, pour moi, ça a été le temps de forger un peu mes idées clés, les facteurs que je veux vraiment défendre. Et puis ensuite, on va essayer de le faire. Et comme je suis un petit peu dans le challenge et j'aime bien, en plus, remporter les challenges en règle générale, parce que je suis assez joueur, on a décidé de créer un challenge au début interne au label, qu'on a ensuite décidé d'ouvrir, qu'on a appelé les trophées de l'influence digitale LinkedIn, et on propose à tous les experts comptables, les collaborateurs et bientôt aux étudiants et aux cabinets de pouvoir se challenger. Donc en fait, mesurer leur influence, mesurer l'impact qu'ils ont sur les réseaux et d'apprendre aussi des meilleurs, parce qu'en fait, il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps dans le top 5, mais aussi quand on débute, de pouvoir bénéficier de conseils qui sont publiés tous les mois sur la page du label pour aider à progresser, aider chacun à progresser et progressivement se prendre au jeu pour se mesurer au meilleur, parce que je pense qu'il est encore temps de prendre une place significative dans notre profession sur LinkedIn et que ça va devenir de plus en plus difficile dans le temps. Donc si je peux vous donner un conseil, observez un petit peu, mais essayez de prendre la parole aussi à un moment donné, parce que c'est le moment de prendre aussi votre place et de gagner en influence digitale sur LinkedIn. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, entre autres sur LinkedIn, dans justement l'écosystème de la comptabilité. C'est pour ça aussi qu'on en parlait tout à l'heure, où j'avais imaginé un format où justement je fais un peu une veille de quels ont été les posts de la semaine, quels ont été les sujets. Je trouve ça, en tout cas, super que toute la profession s'y mette. Après, je pense qu'on pâtit encore un peu du passif, où on n'avait pas forcément, sans mauvaise blague, mais où on n'avait pas forcément le droit de communiquer en tant qu'expert comptable, mais j'ai l'impression que c'est sur la bonne voie, en tout cas, dans plus peut-être les jeunes diplômés, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils communiquent plus. Ouais, c'est vraiment aussi mon ressenti, et d'ailleurs, il n'y a pas que sur LinkedIn, puisque les podcasts, on l'a cité tout à l'heure, il y en a de nombreux qui sont nés assez récemment,
Et donc, ça prouve qu'il y a une véritable volonté de prendre la parole. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je pense que l'attractivité de notre profession, elle passe par là. Et c'est en prenant la parole et en donnant la parole aux experts comptables et à nos collaborateurs qu'on va attirer durablement vers notre métier. Donc ça, c'est chouette et tu y contribues largement. Donc alors, le dernier levier que je voulais aborder, peut-être le dernier tip, c'est d'être présent sur les réseaux. Ça permet aussi de développer des partenariats. Déjà, effectivement, c'est un très bon conseil pour les experts comptables, mais pas seulement, puisque pour la petite histoire, c'est sur LinkedIn qu'on s'est aussi connus. C'est vrai. Donc, c'est là que tu m'as proposé à un moment de devenir sponsor de Voix de Comptable. Je pense que le partenariat, c'est quelque chose qui peut facilement naître quand on a pu consulter, créer un lien virtuel avec des personnes qu'on ne connaît pas. On a envie de prendre contact et ensuite, on a envie de collaborer. Parce que naturellement, on constate l'ADN qu'on a en commun. Et ensuite, ça prend forme, généralement, sous la forme d'un projet de partenariat. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau du label Copilote. Il y a encore quelques semaines, j'ai tissé un nouveau lien avec un nouveau partenaire entièrement sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques semaines, on a lancé et affiché le nouveau partenariat avec le label. Comme quoi, il y a plein d'opportunités à saisir. Écoute, merci beaucoup, Frédéric, pour tous ces tips. Et puis, j'espère que nos auditeurs vont pouvoir les mettre en application le plus tôt possible. Merci. Ok, génial. On se retrouve bientôt sur LinkedIn, j'espère, pour échanger. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous ajouter, que ce soit moi ou Frédéric. Voilà, n'hésitez pas. Likez les pages Voix de Comptable, mais aussi Label Copilote. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram. Et envoyer un petit message si jamais vous avez besoin d'échanger ou juste pour dire que cet épisode vous a plu. Merci. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h